Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien en ce samedi 2 septembre 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de la récession et surtout des opportunités qu'elle va apporter parce que oui, nous allons avoir une récession aux USA, je ne parle pas bien évidemment de l'Europe où on est déjà en récession, mais en tout cas des USA et comment on va en profiter, est-ce que c'est une grosse récession, une petite récession? On va se projeter sur les cours macro, bien évidemment, il s'est passé quelque chose très fort au niveau du pétrole, on va regarder, justement ça va avoir un impact très fort sur le mois de septembre et sur cette fin d'année, et on va se projeter sur l'impact au niveau des cryptos, et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'opportunités qui vont arriver dans les mois qui arrivent, et il va falloir se positionner. Je vous ai déjà expliqué qu'il allait y avoir une récession, et là justement je vais vous expliquer pourquoi, comment et combien de temps, comment en profiter, et ça commence tout de suite. Et on va commencer par le pétrole. Pétrole qui nous a fait une semaine très forte avec une rupture haussière. Rupture haussière qui était justement ce pseudo-range qu'on avait depuis un certain temps avec un premier ETS, rejet, cassure baissière. On attendait potentiellement à aller retester la partie basse à 66$. Mais on sait déjà depuis un certain temps que si jamais on cassait ce niveau-là, on l'approche à un niveau, c'est 93$. Je vous avais expliqué, et je vous avais dit que notamment sur une rupture, on allait avoir une grosse bougie, chose qui a eu lieu, la rupture ici des 83 entraînait directement les 85, et je pense que ce n'est pas terminé, on peut avoir des petites respirations, mais somme toute, on va aller relativement haut, retester ces 93-94%. Alors pourquoi c'est un impact très fort, et pourquoi c'est un signe justement que potentiellement on se dirige doucement vers l'inflation au niveau des USA, enfin renforcement de l'inflation au niveau des USA, et donc une récession qui remet peut-être en cause la notion de soft landing. Encore, je le mets entre guillemets, parce que on va justement voir ensemble qu'il y a quand même des choses qui sont différentes. Mais on a ici un signal très fort que potentiellement sur août-septembre, on va avoir donc une inflation qui va être relativement élevée, ou qui va être stagnante, et du coup ça sous-entend qu'on va avoir un changement de position au niveau de la Fed, et la Fed qui va devoir continuer soit à maintenir ses taux, soit à augmenter ses taux. On sait que nous sommes actuellement à 5,5, et on sait qu'ils doivent augmenter encore au moins une fois les taux, et je pense qu'on va se diriger vers 2 augmentations des taux pour arriver dans les 6% qui fait très mal. On va en discuter de ça dans quelques instants, mais il faut comprendre que cet élément-là est vraiment très important, parce que ça sous-entend que la pression qui est en train d'être effectuée par l'OPEP, et notamment, on va dire, les BRICS d'ordre général, est en train de fonctionner. On a bien la valorisation très forte du pétrole qui est en train de se faire, qui a commencé principalement ici au niveau de juin 2023, où on a eu vraiment cette grosse accélération qui a commencé, et on voit que c'est un renforcement, c'est pas quelque chose qui est en train de faiblir, et si on prend un petit peu de recul, et cette fois-ci on va passer en mensuel, voilà, on voit très bien qu'on est en train de se diriger vers un retest haussier des 93, on le voit bien ici dans ce retest classique, donc on pourrait avoir la mise en place d'un gros range qui pourrait s'effectuer de ce style-là, et encore, je ne suis pas sûr, on va voir vraiment est-ce qu'on est capable de tenir ou pas ces niveaux-là. Il faut bien comprendre qu'on a deux typologies d'économies qui sont en train de se défendre. Un, l'économie qui est basée sur le pétrole, donc ce qui est le cas par exemple de l'Arabie Saoudite, où on a une manne de pétrole qui est limitée, donc forcément on veut un prix du pétrole très haut pour en tirer le maximum dans le minimum de temps effectif pour pouvoir faire sa transition au niveau de son économie, et à côté, les produits, enfin une économie qui est basée sur la consommation de pétrole, qui eux veulent justement un pétrole qui est dans les alentours des 60-70$ maximum pour avoir des prix à la production qui sont bas et justement une inflation contrôlée. Donc là on a vraiment les deux opposés qui sont en train de s'affronter, et c'est une guerre qui rentre dans cette notion de guerre économique, guerre froide économique que l'on a depuis un certain temps entre la Chine et les USA, et maintenant entre la Chine, l'Europe et la Russie, enfin on va dire les BRICS en général, pour dire voilà, Russie, Chine, mais maintenant c'est un peu élargi avec les BRICS. On parle beaucoup des BRICS en ce moment, dans la notion de dédollarisation, je pense qu'on est quand même relativement loin, on maintient le dollar haut pour une raison particulière, plus le dollar il est haut, enfin plus les taux sont hauts, plus à ce moment-là il y a un intérêt à posséder du dollar, parce que s'il y a un intérêt à posséder de la dette américaine, plus on gardera cette haut, plus à ce moment-là on aura un dollar fort. Et ce dollar fort permet justement d'empêcher les personnes d'aller, en tout cas de diminuer l'intérêt des pays, des institutions à aller sur une autre monnaie autre que le dollar. Donc là on est vraiment dans cette lutte entre les deux, et c'est ce que l'on voit ici pour moi au niveau du pétrole, et c'est quelque chose qu'on avait déjà anticipé depuis un certain temps, et qu'on se disait que ça, si on avait la rupture, c'était pas forcément bon signe, et c'était pour moi le premier signe de la mise en place de cette récession au niveau des USA. Et quand on regarde le marché action représenté par le SP500, donc forcément le
gros pour moi, on voit qu'on est dans cette vue mensuelle, qu'on est bien dans cette lutte que l'on retrouve ici. Certes, on a eu une bougie très rouge sur le mois d'août, mais qui a été ravalée partiellement, quasiment à 70%, et on n'a pas fait de clôture, donc on n'a pas de reversal en mensuel. Par contre, quand on commence à regarder un petit peu en weekly, on voit que c'est un peu moins sexy, d'accord? On a bien eu cette question, on voit bien qu'on est en train de retester une partie haute qui correspond potentiellement ici à une continuité. Alors, je vais juste décaler pour qu'on voit un petit peu mieux, hop, tac, qui représente potentiellement un retest du 786, pourquoi? Pour une continuité baissière, on rappelle qu'on aurait A, B, C, pour une cassure baissière. Là-dessus, on pourrait même dire et voir un début de vague 1, vague 2, vague 3, 4, 5 pour quelque chose de beaucoup plus agressif, mais j'ai tendance à penser que pour moi ma target serait les 4200 à 4150 qui est la grosse zone de support, je vous en ai déjà parlé régulièrement dans mes quotidiennes. Donc pour moi, on est en train de set up cette idée-là, et cette représentation du choc que l'on pourra avoir au niveau de l'indice et au niveau des actions américaines qui est en train de préparer une mini-récession. Pourquoi mini-récession? Parce que dans une récession, quand on regarde un petit peu la représentation, c'est quoi? C'est le thème classique, c'est avoir 2 trimestres du PIB négatif et avoir une augmentation du taux de chômage. Donc là, on en est quand même relativement loin. Quand on regarde ce taux de chômage ici, on voit que nous sommes, donc en bleu, on voit que nous sommes toujours très bas, d'accord? On voit peut-être même une petite inflexion qu'on est en train de voir sur une augmentation potentielle du taux de chômage. Et là, c'est vraiment pour moi les points importants, c'est qu'on va réfléchir maintenant sur, ok, tout ça est dit, on a un choc inflationniste qui va arriver. Clairement, on s'en doute, c'est en train d'être pricé par le marché, on est en train de le voir, avec l'augmentation du pétrole, si on se maintient et qu'on va chercher, ça veut dire qu'on va avoir une augmentation de l'inflation. Ça sous-entend qu'on va avoir un renforcement des taux et un pivot qui va se retarder, et donc un risque d'entrer en récession qui est de plus en plus fort. Maintenant, on va se poser la question suivante. C'est, ok, cette récession, quand est-ce qu'elle va se déclencher? Quel va être l'impact? Combien de temps ça dure? Et du coup, quel va être l'impact sur les actions, et donc derrière sur la crypto? C'est le but vraiment de cette vidéo, et comment en profiter derrière, ça va être la fin de cette vidéo. Alors, ce qui va être intéressant, ça va être déjà dans un premier temps, voir que, oui, nous avons donc un taux de chômage qui est très bas, qui est même très très bas, depuis un certain temps, et à côté, on voit que là, on est quand même relativement loin. On a encore un PIB qui est en train de tenir, même si on a quand même un PIB qui est à la baisse au niveau des estimations des USA, ça on l'a déjà vu, mais ce qui va être intéressant de voir, c'est que, généralement, avant ces périodes vertes ici sont les récessions US, hein, vous avez un très bel indicateur qui vous les note si vous avez envie de travailler dessus, qui vous note justement ces périodes de récession. Ces périodes de récession, on voit que systématiquement, on a un chômage avant qui est bas. Et le principe de la récession, c'est l'augmentation du chômage, qui est factorisé par les faillites justement des différentes sociétés, donc une forme de purge qui est en train d'arriver, pour ensuite avoir une stabilisation. Et quand on regarde, on a systématiquement ces périodes basses de chômage. Alors là, c'est le Covid, on va même pas en parler, je vais juste retirer ça, mais systématiquement, on a ces périodes de stabilisation, de chute du chômage, et ensuite, on a un petit départ, et ensuite on a une grosse accélération durant cette période de récession. Période de récession, quand on regarde un petit peu les 3 dernières récessions que l'on a eues, donc les années 90, la bulle, justement, Internet dans les années 2000, et ensuite les subprimes, on voit que ce sont quand même des récessions qui sont assez faibles, hein. On parle de 10 bars, donc là c'est 10 mois, nous avons, allez, un petit peu moins d'un an, pareil ici on est quoi, sur 10 bars, 10 mois, encore une fois, et les subprimes qui a duré quand même plus longtemps, parce que c'est une crise bancaire qui était très dure, et qui a impacté énormément l'immobilier américain, et ça a mis beaucoup de temps avant de repartir. On était sur 18 mois, 20 mois, donc quasiment un petit peu moins de 2 ans, 1 an et demi, entre 1 an et demi et 2 ans. Donc on a des périodes quand même qui sont entre, si on regarde un petit peu plus dans le temps, à part certaines qui ont été très longues, mais c'est entre 8 et on va dire 18 mois, voilà, pour être assez concret sur ce type de récession. Et quand on regarde, on rajoute d'autres indicateurs, on va rajouter notamment ici l'augmentation des taux, et quand on va regarder, on va comparer l'augmentation des taux effectifs par rapport à l'impact sur le chômage. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à partir du moment où on a commencé à augmenter les taux, et qu'on voit l'augmentation du chômage, on a combien de temps en réel, d'accord? Augmentation des taux et augmentation du chômage. Ici, on a généralement 43 mois, d'accord? Ici, donc, ce qui est relativement long, dans la crise, ici, anticipé des subprimes, donc qui est encore quelque chose de différent, on va en discuter pourquoi. Là, on peut dire que c'est encore quelque chose de différent au niveau de cette crise des années 80, enfin de la bulle .com, parce qu'en l'occurrence, on avait déjà des taux qui étaient relativement élevés, et pareil pour avant. Alors, pourquoi on avait des taux élevés? Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on va rajouter, encore une fois, vous allez voir, un indicateur, dans lequel on va indiquer ici, hop, le taux d'inflation.
Et là, c'est très intéressant, c'est là où on voit qu'on est quand même dans une dynamique qui est un petit peu différente. On avait des inflations qui étaient relativement faibles dans toutes ces crises-là, d'accord? Relativement faibles par rapport à l'époque, hein, dans lequel on avait une inflation ici qui tournait quand même à pas loin de la moitié de ce que l'on a eu au niveau du top, hein. Pour rappel, on a eu une inflation qui a été très très élevée dans cette zone-là, on était dans les alentours des 9%, quasiment 8 et des bananes, et là on était dans les alentours des 4, 5, 6 dans les années 90. Et on voit qu'on a une inflation qui a diminué drastiquement, et notamment une diminution de l'inflation systématiquement liée à ces caractéristiques de récession. Donc, ce qu'il faut en tirer dans cette analyse, c'est que on a des patterns qui sont identiques, dans lesquels on a une augmentation des taux, mise en place du pivot, et ensuite, on a une augmentation du chômage, d'accord, qui éclate, et la mise en place d'une récession. Là, nous n'avons pas encore le pivot, d'accord, nous sommes toujours dans cette phase d'accélération. Cette phase d'accélération, en plus, a été très forte. On voit qu'on a une augmentation qui a été vraiment impulsive, dans lequel avant on avait quand même quelque chose qui était plutôt dans une forme d'escalier, dans lequel on avait une augmentation qui durait, tac, on était sur quasiment 2 ans d'augmentation, d'accord, des taux, alors que là on a une augmentation qui a été vraiment drastique, hein, en quasiment 17 mois, d'accord, donc on est vraiment dans une augmentation très forte, et on va même plus haut qu'historique, donc on est vraiment dans une démarche qui est différente, dans lequel on a une inflation qui est vraiment très forte, qui est portée principalement par l'énergie, par une disruption qui a été effectuée par justement le Covid, dans lequel on a eu une injection monétaire monumentale, et surtout une disruption réelle des vecteurs de production, dans lequel la Chine s'est mise à l'arrêt, dans lequel on a eu une difficulté d'avoir accès aux services, une difficulté d'avoir accès aux biens, une augmentation des frais de transport, bref, on a eu quelque chose qui a totalement remis en question le marché mondial. Il faut comprendre ça, c'est que on a ces deux typologies-là. On a une inflation qui est pas liée principalement à une boucle salaire-emploi qu'on peut retrouver habituellement et qui sont les boucles inflationnistes habituelles. On est dans quelque chose où on est dans une disruption réellement de l'ordre mondial économique. Et justement, on est dans ce rattrapage. Et maintenant, la question que l'on va se poser, ça va être ici, est-ce qu'on est vraiment dans une première pattern de descente, et donc on risque d'avoir une augmentation comme ça de l'inflation, donc là on aura une démarche qui sera totalement autre, ou est-ce qu'on est dans un petit rebond pour avoir une continuité baissière? Ce petit rebond-là va être vraiment important, et là ça va être globalement cette fin d'année. Cette fin d'année, on va déterminer si oui ou non on va rentrer dans une phase pivot, si oui ou non on va se retrouver sur une inflation qui va être galopante, due à une augmentation de l'hydrocarbure et notamment du pétrole, et là c'est vraiment la réponse que l'on va avoir, parce que clairement on voit qu'on a une inflexion au niveau du chômage. Quand on regarde au niveau du RSI, on voit quoi? On voit un momentum qui est en train de monter, et ce momentum qui est en train de monter est toujours systématiquement lié à une augmentation réelle. On voit bien ici l'augmentation du RSI qui est prévisionnelle de l'augmentation réelle de la courbe bleue qu'on voit après. Donc là on est en train de se dire que potentiellement on va avoir ici l'impact au niveau du chômage qui devrait pas tarder à arriver, qui tient très bien par rapport à l'augmentation drastique que l'on a eue, mais je pense qu'on va avoir une augmentation du chômage d'ici cette fin d'année, et derrière la mise en place du pivot sur cette fin d'année, et un début de récession qui va se mettre en place sur globalement fin d'année, début d'année 2024, et là ça va être très intéressant de réfléchir à ça, parce qu'on a plusieurs choses. Premièrement, c'est quel va être l'impact sur la macroéconomie américaine. Impact sur la macroéconomie américaine, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir le même indicateur, on va mettre les récessions. D'accord, récession, on cherche tout simplement récession, vous allez voir qu'on a récession US, généralement je prends celui-là pour que ce soit le plus simple, et on va le voir apparaître ici. On va juste se mettre en monthly, histoire d'avoir toujours cette voie, voire même, oui, on va rester en monthly, comme ça sera plus simple, et on va se mettre en logarithmique. Vous allez voir que tout de suite, on va avoir une vision qui va être un petit peu autre. On voit que on a systématiquement le point bas qui est effectué dans les récessions. Ici, pareil, alors après du coup la récession, ici dans la cassure de la bulle.com, et bon, on va remonter à chaque fois ici, pareil, ici. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que ici on pourrait se dire que dans cette représentation, nous sommes dans une dynamique à se dire que la récession va entraîner un point bas, et donc derrière, nous, dans notre vision très temporelle, on va se dire que nous, notre point bas, il va arriver dans la récession qui va se mettre en place, et donc dans cette démarche, on aurait été dans une vague 1, 2, 3, donc avec un ABC classique, et quelque chose qui irait retester potentiellement ici les 3200, 3300, qu'on avait comme target il y a quasiment un mois et demi. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans cette vue-là, je suis pour et contre, mais surtout contre, pour une représentation très simple, c'est qu'on est dans une démarche de récession qui est différente. Pour plusieurs choses. Un, ce que je vous expliquais avant, c'est qu'on a une inflation qui est galopante,
à l'origine, d'où l'augmentation des taux pour empêcher l'inflation. On n'est pas du tout dans une démarche différente, on est dans une inflation qui a été créée par un choc de disruption de l'économie mondiale avec une injection de liquidité monumentale, et que à côté on est encore une fois ici dans quelque chose qui est différent, c'est-à-dire que le marché action a déjà eu une forme de pricing très fort, on a déjà eu une cassure avant cette récession, alors que quand on regarde de façon antérieure, on n'a pas de cassure avant, d'accord? On n'a pas du tout de cassure, la cassure commence au moment de la récession. Et c'est très important de comprendre ça, c'est que nous on a déjà eu une cassure baissière et un retracement effectif, principalement lié à l'avènement de l'intelligence artificielle, l'avènement d'une nouvelle industrie et l'injection des fonds monumentale, donc on a déjà une disruption totale. Et pour moi, c'est là où, de mon côté, je pense qu'on peut arriver à un soft landing, et que ça se renforce de ce côté-là, parce que on est dans une mise en place d'une récession qui va être différente des autres, parce qu'elle est liée principalement à derrière une inflation qui est effective et qui peut être contrôlée à travers la transformation de l'économie mondiale et la création de nouveaux liens au niveau de la disruption que l'on a eue au niveau du Covid. Et c'est pour ça que je pense qu'on aura une récession, je pense que cette récession entraînera une cassure baissière. Cette cassure baissière, je vise les 4100, 4200, on pourrait pourquoi pas aller plus bas, aller retester le point bas ici, d'accord, mais pour moi on n'ira pas forcément faire de plus bas, à moins qu'on ait des nouveaux signes, qu'on ait derrière un pétrole qui s'envole dans les 100 $, 150, et là, oui, par contre, c'est sûr et certain que si on a un pétrole qui va chercher les points hauts que l'on a pu connaître dans cette partie-là, dans les 150 $, là c'est sûr et certain qu'on aura une inflation qui sera dans les alentours de 6-7%, avec derrière des taux d'intérêt qui seront dans les alentours de 6-7-8%, pourquoi pas, et donc là, par contre, ce sera un carnage au niveau de l'économie. Là, c'est sûr et certain qu'on ira chercher 3200 au niveau du SP500, mais on est quand même très très loin de cette idéologie-là. On n'est plus dans une représentation d'une cassure baissière, retest pour avoir une cassure baissière, d'accord? Donc là, on est dans une haute range dans lequel on casse baissier, donc là, pour moi, on n'est pas dans un retest ici, parce que le retest aurait dû être beaucoup plus haut. Si on n'avait pas fait cette cassure baissière ici, je pense que en effet, j'aurais pu penser qu'on était dans un retest aussi. Là, ce n'est pas le cas. Techniquement, on est en train de me dire qu'on est plutôt dans, ici, une cassure baissière, retest haussier pour faire une continuité de tendance, d'accord? Donc c'est un élément supplémentaire qui rentre dans cette notion de soft landing qui va arriver dessus. Ok, donc ça, c'est ma représentation. Bon, on se rappelle, fin d'année, début d'année 2024, qui se représente sur, globalement, Q4 2023, Q1, voire même Q2, pourquoi pas, 2023, donc quelque chose qui va représenter 6 mois, 9 mois, pourquoi pas 10 mois, ici, de récession, le temps qu'on le mette en place, le temps qu'on l'annonce, le temps que ça arrive, ce qui est plutôt classique, on commence à avoir des signes qui nous disent que ça va se mettre en place, mais qui va être relativement fait par la construction même de cette récession. Maintenant, comment ça va se caractériser au niveau du BTC, comment ça va se caractériser au niveau des cryptos, et surtout, comment on va en tirer profit, ça va être vraiment très important. Pour ça, il faut reprendre le BTC et se remettre en fait en position, ici on est en weekly, on voit qu'on est dans une zone de retest, ok, dans une zone de retest, de rupture, au niveau des 5200, dans lequel on est dans une accumulation de week-off déjà depuis un certain temps, et on est en train de travailler, tout simplement cette zone-là, et certainement on va casser cette partie-là. Si on ne casse pas, ça sous-entend qu'on va faire quelque chose comme ça, une zone de ranging, ça je vous ai déjà parlé de tout ça, on va pas revenir dessus, mais admettons qu'on rentre dans une récession, qu'on a une cassure baissière au niveau du SP500, ça sous-entend que derrière on aura une pression effective au niveau du BTC, d'accord? Cette pression va arriver dans la rupture des 25 200, d'accord? Donc ça veut dire qu'on va aller retester les 22 000. Donc ça, c'est un peu la représentation que j'ai, moi, de mon côté. C'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose qui va être contrôlé, on sait qu'on a une forme de décorrélation réelle entre le BTC et le SP500 déjà depuis un certain temps, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Oui, quand le SP500 chute, le BTC chute, mais avant on avait 1 pour 5, d'accord? Maintenant on est plus dans une forme de 1 pour 1, voire 1 pour 2, c'est-à-dire que je chute de 1%, j'ai 2% au niveau du BTC, avant c'était même 1 pour 10, on pourrait dire je chute de 1%, je prenais 10% dans le BTC. On est plutôt dans cette dynamique-là, on a une diminution des liquidités, on a une diminution des expositions des institutionnels, donc pour moi on aura une chute qui sera contrôlée. Et on pourrait même considérer potentiellement d'aller rechercher les 18 000 et les 15 000, d'accord? Donc qui est un peu l'idée que je vous défends régulièrement dans le CME, dans lequel on voit très bien cette cassure-là, et le dispatch que je vous ai fait depuis un certain temps, dans lequel on va aller regarder dans le CME, vous allez voir qu'on a bien ma première reload zone, ma deuxième reload zone, et voire même ma troisième reload zone si jamais on reteste cette partie basse. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que quand on regarde le momentum qui est en train de se faire, on va repasser hop, ici sur
l'autre contrôle, tac, on retourne ici, on voit que le RSI est dans une démarche plutôt baissière, d'accord, on est en train de se diriger là-dessus. Donc on a un momentum qui est en train de nous dire qu'on est en train de faiblir, qui est plutôt logique, parce que nous sommes dans une zone de retest classique. On aura un impact baissier, oui, mais ce qui va être aussi intéressant, ça va être de regarder en monthly. En monthly, quand on regarde, on voit qu'on a un RSI aussi qui est dans une démarche de retest pour avoir une continuité baissière. Il y a aussi un autre indicateur qui est important de regarder, surtout sur du long terme, et qui nous permet d'avoir une forme de cohérence du momentum. Parce que ce qui est intéressant de voir, c'est pas forcément le prix, c'est comment les flux se dirigent par rapport au prix. Donc on a le RSI qui nous aide à voir ça, on a un autre qui s'appelle le stochastique, que j'utilise généralement pour confirmer dans une forme de confluence de l'idée. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en mensuel, on est arrivé dans une zone supérieure au niveau du stochastique, qui nous dit justement que potentiellement, on va aller respirer. Alors là-dessus, il faut prendre avec des pincettes, parce que c'est pas dit que le stochastique est aussi haut, et donc forcément on va descendre. On peut avoir, comme dans le RSI, une continuité de travail dans les zones haussières, sans forcément que ça se mette en place. Mais ici, le fait d'arriver dans cette zone haute nous dit que potentiellement, ici, on pourra avoir une baisse du momentum, et justement une baisse d'injection de liquidité qui pourrait se faire. Et quand on regarde un petit peu au niveau du SP500, et qu'on regarde aussi le stochastique, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'on est dans une zone de, justement, surzone, d'accord? Donc on est dans une zone de continuation, potentiellement, enfin de reversal plutôt, pour avoir une chute baissière. Donc là, c'est des éléments qui nous disent, ok, ben on fait attention, on est dans une zone de crête au niveau de la gestion de la récession, et techniquement on nous dit qu'on est là dans un momentum qui potentiellement est déjà surexposé, donc derrière on pourrait avoir une cassure qui pourrait être relativement forte. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'on va faire la même chose ici, dans cette zone-là. Et là, c'est quoi? Bah, c'est le pétrole. Et sur le pétrole, on voit quoi? On voit qu'on a bien ici une réaccélération aussi du stochastique, et qu'on a encore un petit peu de marge pour retourner dans cette zone-là. Donc potentiellement dans cette zone de retest ici, avant d'avoir la continuité baissière. Donc là, c'est là où je vous dis que déjà dans le stochastique mensuel, on est sur le pétrole assez haut, donc je pense qu'on va pas monter non plus très très haut pour une continuité baissière, un renforcement. Ok, dans ces momentum, on comprend un petit peu, on garde bien en tête tout ça, parce qu'on va avancer, vous allez voir que ça va être très intéressant. Parce que on va se mettre cette fois-ci dans cette vision de quelle est l'opportunité. Est-ce que l'opportunité va se trouver au niveau du BTC? Bah, l'opportunité au niveau du BTC, je pense que oui, il va y avoir une opportunité sur le BTC, aller chercher dans les zones de reload qu'on a définies nous-mêmes, donc globalement 22, 18, 15, et personnellement, j'aurais tendance à vous dire que j'achèterais dans cette zone-là. Pourquoi? Parce que si on est dans cette zone d'apathie que je défends depuis un certain temps, ça veut dire qu'on a une zone de range qui se trouve ici, qui est aussi la zone d'accumulation, où on a un début d'accumulation avec un STB ici, et ce que l'on attend, c'est un spring, d'accord? On attend un spring, on sait que le spring peut toujours être une éventualité, pour aller justement faire un check-out, faire un retest et une cassure haussière. Est-ce qu'on va aller chercher les 10 000? Non, je pense pas. Je pense vraiment qu'on va aller potentiellement au maximum chercher les 15 000, chercher les 18 000, d'accord, qui serait pour moi la zone optimale de renforcement, qui sera ma zone de reload dans laquelle je tirerai une grosse balle pour pouvoir continuer mon travail. Alors, pourquoi je vous dis que l'opportunité ne se trouve pas forcément sur BTC? Alors oui, BTC, est-ce que représente BTC? Mais dans l'opportunité même, pourquoi BTC, pour moi, c'est pas forcément là où ça va vraiment se jouer. Parce que ici, on a quelque chose, un actif qui est très fort, d'accord? Qui a une force vraiment de résistance, et on le voit au niveau de la mise en place de cette résistance par rapport à la récession et à la chute qu'on a déjà connue au niveau du SP500. Donc pour moi, le BTC va pas trop souffrir. Et là-dessus, vous allez me dire, oui, mais que va-t-il se passer au niveau des ETF de BlackRock? Bah déjà, je pense qu'ils vont pas être validés tout de suite. Imaginez bien que si ça rentre en récession, clairement, il y aura un impact bancaire qui se fera, on aura une peur bancaire, on a des bank runs qui se mettront en place, et donc à ce moment-là, on va pas laisser la possibilité aux gens de s'exposer facilement au BTC, on va pas laisser fuir la liquidité dans quelque chose qui est incontrôlable, dans lequel ce n'est pas le dollar, ce n'est pas dans une dynamique américaine de laisser faire ça. On comprend bien que ça n'arrivera pas tout de suite, ça arrivera certainement à la fin de la fin, dans lequel on aura même, pourquoi pas, un rejet pour redéposer justement des nouvelles demandes, et que derrière ce sera validé par la suite, donc parce qu'on a en objectif mars, hein, mais pour la validation. Mais imaginez que c'est refusé en janvier, d'accord? Bah qu'est-ce qui se passe? On repasse encore sur des sessions de 45 jours reportables. Et donc à ce moment, on arrivera en juin, juillet 2024. Encore une fois, il n'y a pas, enfin pour moi, il n'y a pas un monde où les USA permettent la possibilité aux liquidités de fuir le BTC si jamais il y a une crise derrière récession, avec justement une crise bancaire. Donc là-dessus, pour moi, il faut garder en tête que c'est quelque chose qui va prendre du temps de ce côté-là. Alors, ok, mais donc du coup,
Où se situe l'opportunité? Pour moi, l'opportunité se situe ici, se situe sur Total Market 3, qui représente la totalité des altcoins, sans BTC, sans Ethereum. Pourquoi? Parce que on voit qu'on a quelque chose qui est très faible, qui est beaucoup plus faible que justement le BTC. Si je mets le BTC ici, on voit très bien que ici, à un moment où on faisait des tops sur des tops, on avait quelque chose qui était plutôt descendant, et on n'a pas fait de rupture haussière, contrairement à quelque chose qui s'est mis en place au niveau du BTC, où on a fait une rupture haussière de cette zone-là, d'accord, de cette rupture. Donc on avait ici au niveau du BTC, si on devait faire la même chose, on aurait fait quelque chose comme ça, d'accord, pour se positionner ici, faire un retest, on devrait être dans cette zone-là. Là, ce n'est pas le cas. Là, ce n'est pas le cas, on est quasiment en train de retester le plus bas, d'accord? Donc on est dans quelque chose qui est beaucoup plus faible. Cette forme de bleed que l'on a, cette forme de saignement que l'on a au niveau des altcoins, est vraiment très fort, et on le revoit beaucoup sur certains altcoins. Je vous fais des updates régulières pour vous dire que, attention, on peut aller descendre plus bas, on peut aller chercher plus bas, même sur des altcoins qui sont lancés, qui sont dans des périodes haussières. Clairement, si on a la mise en place d'une récession et qu'on a une cassure baissière, je peux vous dire qu'on va aller retester des zones basses, on va même faire, pourquoi pas, des plus bas. Et là, il faut vraiment se mettre en tête que c'est là où on va avoir des grosses opportunités. C'est là où il va être intéressant de se repositionner sur des altcoins en se disant, ok, bah à ce moment on peut aller chercher plus bas. On peut se positionner où? Bah déjà pour moi la première zone, ça va être ici, cette partie basse. Ici, qui est une zone de retest effective là. Pour moi, ça, on va y retourner assez vite. D'accord? Si jamais on a une rupture du BTC, on casse du coup les 25 200, on va chercher 22 000, et on va chercher même, pourquoi pas, un petit peu plus bas, on va chercher cette zone vraiment des 18 000, 15 000. Ok. Bah, qu'est-ce qu'on peut se fixer comme target? On peut se fixer deux targets pour moi, ici, qui va être ici, dans cette zone-là. Pourquoi? Parce que en daily, on voit qu'on a un début d'order block, et un début de résistance qui pourrait être sympa dans cette zone ici des 200. D'accord? Dans les 200, ça sous-entend que par rapport à l'état actuel, on va prendre moins 35 dans la tête. Ok. Si on va chercher plus bas, ça sous-entend que on va chercher les 18 000, on va chercher les 15 000. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme target? Pour moi, ça va être plus bas, ça va être ici, donc à moins 50% sur les altcoins, pour aller chercher cet order block-là. Cet order block-là est très important, parce que c'est le retest que l'on a eu ici de la zone. D'accord? On a eu ici une accumulation, premier retest, on reteste, on fait une première rupture, donc confirmation d'un changement de break-off structure, on reteste ici la zone de rupture, et on accélère. Donc pour moi, ici, on a pas mal de liquidités en attente, donc ce serait logique d'avoir, si on a une rupture du BTC, un retest au niveau des altcoins dans cette zone-là. Ça sous-entendrait quoi? Bah ça sous-entendrait que sur vos altcoins classiques, on aurait un moins 20, moins 30, moins 40, moins 50% par rapport au niveau actuel. On pourrait perdre de moitié, en fait, la valorisation. Et donc, on arriverait dans des zones réelles d'accumulation long terme, propres à la zone de léthargie. D'accord, le principe de la léthargie, c'est que on a la mise en place de zones de ranging qu'on peut retrouver ici au niveau du BTC. Hop, on va plutôt se diriger ici, d'accord, zone de ranging, pour avoir quelque chose comme ça. Hop, on casse, baissier, on repart, hop, tac, rupture, niveau du BTC, début du bull run, et donc là on aurait une rupture avec une accélération haussière. Retour des liquidités pour le début du bull run. Et c'est un petit peu l'idée que l'on a, donc pour moi on aurait cette cassure baissière, cette représentation, et quelque chose que l'on connaît. Regardez ce qui s'est passé en 2018, regardez ce qui s'est passé en 2016, ce sont toujours des éléments propres à cette léthargie, dans lequel on a un retest baissier. Là, on a un retest baissier qui est malheureusement accompagné d'une possibilité de récession faible, pour moi, des USA, et donc ça sous-entend qu'on aura une opportunité encore plus importante pour renforcer ses positions, et donc pour moi le jeu va vraiment se construire maintenant. On a des indications qui sont en train de se renforcer sur cette récession, on a des éléments qui sont importants, on a eu l'accélération haussière, la respiration, dans lequel maintenant on va aller chercher plus bas pour renforcer. Ça ne veut pas dire que je suis bear sur le marché, loin de là, je suis bull, même très très bull, c'est juste que tout simplement je vais être patient sur cette zone de retest. Est-ce que je suis toujours en DCA? Oui, moi à partir du moment où on a fait la rupture justement cette rupture ici, je vous ai dit que j'étais en DCA. À partir du moment où on est cassé dans cette partie basse, j'ai augmenté mon DCA. On est remonté dans cette zone haute, j'ai diminué mon DCA, mais je suis toujours en DCA. On rentrera dans la partie basse, j'aurai mon DCA, plus derrière des injections de liquidités supplémentaires. Ça, c'est ma target sur le BTC, et ça va être le cas aussi sur mes altcoins. Les altcoins, à l'heure actuelle, je suis en diminution du DCA, parce que j'attends qu'on rentre dans des zones de rechargement long terme, dans lesquelles on va potentiellement faire des plus bas, dans lesquelles j'aurai la capacité de pouvoir renforcer mon portefeuille pour pouvoir profiter du bull run. Et c'est exactement ça, on est en train de se diriger dans une opportunité. Encore une fois, il va falloir être patient, il va falloir vivre avec cette chute, parce qu'on est déjà exposé, mais en même temps, cette exposition, ça sous-entend que on n'a pas cette peur du FOMO. On n'a pas, si jamais on voit une bougie, se dire « Ah, faut que j'achète !»
parce qu'on ne se fera pas piéger, justement, parce qu'on est déjà exposé. Mais l'exposition veut dire aussi qu'on va devoir gérer le sentiment de la baisse, et ça, il faut impérativement le gérer, c'est pour ça que je vous fais des quotidiennes, c'est pour ça que j'en parle régulièrement, pour justement vous montrer que c'est quelque chose qui se gère très bien quand on a l'habitude, et plus on a l'habitude, plus on apprend, et plus on apprend, plus on est capable d'investir sur le long terme, et d'être patient. Encore une fois, n'oubliez pas cette notion de patience, qui est vraiment primordiale pour du trading, pour l'investissement, ne l'oubliez jamais. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas j'ai été un petit peu plus long que d'habitude parce qu'il était important de vous donner cette idée-là. On se retrouve demain justement pour faire un check-up sur beaucoup d'altcoins, pour revenir sur des zones de rechargement classiques, là où je vais me positionner, ce que je vais attendre pour me positionner. On va revenir sur un grand nombre d'altcoins et on se retrouve à 8h30 demain matin.